Bonjour à tous, Dimitri, Crypto Paradise Consulting. Je vous retrouve pour ce troisième épisode de notre série intitulée Débancarisez-vous. Alors dans le dernier épisode, l'épisode 2, nous avons vu l'apparition du Bitcoin et j'ai tenté de vous expliquer ce qu'était le Bitcoin et pourquoi le Bitcoin tout comme l'or, pouvait être un très bon support pour vous éviter la déconfiture financière qui s'annonce et tout simplement la préservation de la valeur de vos avoirs, puisque nous l'avons bien compris, et ça par contre je l'ai assez bien expliqué, pourquoi l'argent fiduciaire, c'est-à-dire les espèces euros, dollars, yens, tout ce que vous voulez, ne permettent pas de préserver la valeur des choses. L'or le permet et le Bitcoin est apparu en 2008 avec pour objectif de pallier à cette dévaluation permanente des monnaies, mais aussi avec d'autres objectifs. Alors aujourd'hui, l'épisode 3, ça va être de s'attacher à comprendre comment le Bitcoin est passé dans la vie réelle. Puisque dans l'épisode 2, on a vu que ce machin est apparu, mais n'avait au départ strictement aucune valeur. C'était comme un petit jeu vidéo, finalement, entre des geeks. Et petit à petit, au fil des années, assez rapidement quand même, le Bitcoin a commencé à avoir des applications dans la vie réelle. Alors comme toujours, lorsqu'apparaît quelque chose comme ça, la première des choses, c'est est-ce que ça vaut quelque chose? Puisque le Bitcoin avait pour objectif, selon le white paper de Satoshi Nakamoto, d'être un nouveau système d'échange entre les humains et de permettre d'être une bonne réserve de valeur, il est évident que ce machin-là devait bien à un moment donné avoir une valorisation en argent. Et comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, quand il a été créé, bon, à part s'échanger entre des geeks, ça n'avait évidemment aucune valeur. Alors comment ça a commencé cette valorisation du Bitcoin? Alors d'abord, il y a eu, alors mis à part, comme je vous le disais la dernière fois, mis à part quelques geeks qui ont dû s'en échanger pour des trucs entre geeks. Alors voilà, tu me fais tel développement, je t'envoie 50 bitcoins, 100 bitcoins, allez savoir. Euh, Mis à part ça, il y a eu, il y a eu la première véritable histoire, ça a été l'histoire de cette pizza qui a été vendue. Vous allez retrouver ça sur Internet, je vais essayer de vous mettre le lien en description. La pizza qui a été vendue, je crois, les premiers mois de 2010, donc plus d'un an quand même après l'apparition du premier bloc du Bitcoin. Je vous rappelle, le premier bloc c'était le 3 janvier 2009. Donc aux alentours des premiers mois de 2010, alors je ne saurais pas vous dire exactement quand, mais ça devait être mars, avril ou mai. Il y a eu quelqu'un qui a acheté une pizza, alors je ne sais plus chez qui, mais une grande enseigne. Alors c'est pas Pizza Hut, mais c'est un truc comme ça. Il a acheté une pizza pour 100 bitcoins. Alors ça avait quand même, il y a eu quelques articles qui ont parlé de ça, puisque c'était la première fois que le bitcoin était vraiment utilisé pour acheter quelque chose euh, qui existe dans la vie de tous les jours, une marchandise, en l'occurrence une pizza. Bon voilà, elle avait été achetée 100 bitcoins. Alors c'était quasiment concomitant avec l'apparition de la première plateforme. Alors j'espère ne pas vous dire une bêtise dans le sens où la première plateforme d'échange, ça devait être Mt. MTGOX, qui a été créé au Japon par un Français d'ailleurs qui s'appelle Carpeles. Il est devenu connu parce que, ça on le racontera un peu plus tard, parce qu'évidemment il a été impliqué dans des affaires de, de vol. Mais quand il a créé cette plateforme, c'était, je crois, le premier. Alors peut-être qu'il y en a eu une juste avant, mais qui était vraiment très... qui n'a pas été beaucoup utilisée. MTGOX a été la première plateforme réellement à proposer d'une façon assez professionnelle d'échanger vos bitcoins contre de l'argent. C'est comme ça que ça a démarré. Alors,
Le Bitcoin, très rapidement, au tout début, il était aux alentours de 8 centimes pour un Bitcoin. Lorsqu'il y a eu vraiment les premiers échanges, alors peut-être après une semaine ou deux, hein. Mais on s'est retrouvé très rapidement avec un Bitcoin qui était, alors que je crois qu'en une semaine ou 2 semaines, il est passé de 0,0008 à 0,08 dollars, c'est-à-dire 8 centimes. Mais il avait déjà augmenté sa valeur de 100 fois par rapport au 0,0008. Voilà, donc je crois que c'est vraiment les premières cotations qu'on a. En tout cas, c'est ce que j'ai retrouvé. Et puis à partir de là, ben, il a commencé sa vie et il a commencé à s'échanger sur cette plateforme par de plus en plus d'intervenants. Et puis c'est comme ça qu'au fur et à mesure, il a pris de la valeur, hein. Il est passé, il a passé 1 dollar assez vite. Je crois que ça devait être début 2011. Et puis voilà, vous pourrez retrouver évidemment tous les cours sur énormément de sites internet. Vous avez le cours du Bitcoin depuis 10 ans. Voilà. Alors maintenant, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on a une première période donc où le Bitcoin a vécu sans jamais avoir été coté, hein. Disons entre donc, le 3 janvier 2009 et, donc l'apparition d'MTGOX qui était aux alentours de juillet 2010. Donc on a 1 an et demi pendant lequel beaucoup de geeks, et comme je vous le racontais, moi-même, j'ai eu vent du Bitcoin aux alentours de cette époque-là, où, comme je vous le disais dans la dernière vidéo, j'avais lancé un petit logiciel qui était la seule chose qui existait à l'époque pour pouvoir avoir des bitcoins. Et donc j'ai miné comme ça pendant 3-4 heures quelques dizaines, ou quelques dixièmes ou quelques centièmes de bitcoin. Je n'ai aucune idée de combien. Et donc beaucoup de gens ont été certainement comme moi, c'est-à-dire amenés à voir ce truc-là, à l'essayer et puis à le laisser tomber. Donc, pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'il y a énormément de bitcoins de l'époque qui ont été perdus. Mais quand on dit perdu, et ça il faut bien le comprendre, perdu à tout jamais. Alors dans le protocole du bitcoin, une chose que je n'ai peut-être pas bien expliqué la dernière fois, le bitcoin, il a donc, c'est c'est open source, donc on peut aller voir le code, hein. Pour ceux qui s'y connaissent, ils peuvent trouver le code du bitcoin, ils peuvent le lire. Donc il est prévu dans le Bitcoin un système qui, ça par contre je l'ai expliqué, tous les 4 ans il y a un halving, donc on a démarré avec 50 Bitcoins qui sont créés tous les blocs. On est passé tous les 4 ans à peu près, donc en 2012 on est passé à 25 Bitcoins créés par bloc. En 2016 on est passé à 12,5. Et là, d'ici un mois, hein, donc c'est une date très importante, on a le nouveau halving. On va passer à 6,25 Bitcoin, donc de 12,5 à 6,25. On divise par deux à chaque fois les récompenses. Et ça va durer donc encore aux alentours de 4 ans, hein, jusqu'à 2024, etc. Et ça divisera par deux comme ça, jusqu'à ce qu'on arrive vers 2130, quelque chose comme ça, hein, donc, où on estime qu'on aura le nombre de Bitcoin créés. On n'en aura jamais un de plus, ce sera 21 millions. C'est un chiffre qui est immuable, qui ne pourra jamais être changé. Il n'y aura jamais plus de 21 millions de bitcoins créés. Alors, les derniers bitcoins seront créés aux alentours, hein, là encore on n'en sait rien, ça dépend du nombre de transactions, aux alentours de 2130. Donc vous voyez, on a du temps devant nous. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que dans les premières années où donc le bitcoin n'était pas coté, énormément de bitcoins ont été perdus, exactement comme les miens. Et comme ceux de beaucoup d'autres gens. Il y a des histoires extraordinaires qui pullulent sur Internet. Là aussi, vous irez voir. Il y en a une qui m'avait marqué, celle d'un Anglais qui avait, lui, en revanche, miné beaucoup de Bitcoin et qui avait jeté son disque dur. Et lorsqu'il a vu le prix des Bitcoins 2 ou 3 ans après, évidemment, ça l'a rendu fou. Il avait même embauché des gens pour aller fouiller dans la fosse où il y avait... dans une espèce de déchetterie, hein, où ils ont fouillé, je crois, pendant... Il y a eu 10 volontaires. Il avait promis à chacun, si jamais il trouvait son disque dur, de leur donner une énorme récompense, je ne sais plus de combien, mais de pas mal d'argent.
ils pensaient avoir quelque chose. Alors, à la valorisation de l'époque, ça représentait plus de 3 millions de livres sterling, hein, donc ce qui faisait quand même dans les 4 ou 5 millions d'euros. Donc oui, ça valait le coup d'aller chercher, mais il ne l'a jamais retrouvé. Voilà, donc des histoires comme ça, celle-ci, elle marque, mais vous pouvez être certain qu'il y en a eu énormément. Et donc jusqu'au moment où le Bitcoin a commencé réellement à avoir une valeur, où les gens ont commencé à faire attention à ce truc-là, il y en a eu énormément de perdus. Alors on estime qu'il y aurait eu 4 millions de Bitcoin de perdus, ce qui est quand même énorme, hein, sur 21 millions qui vont être créés. Aujourd'hui, on estime qu'il y en a à peu près 17 millions qui ont été créés, 4 millions de perdus. Voilà, vous faites vos calculs, ça veut dire qu'il y en a peut-être 13 millions environ en circulation aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui. Voilà, donc beaucoup de bitcoins perdus dans cette époque, jusqu'à ce qu'apparaissent donc les premières plateformes. Alors, quelle est l'incidence du halving dont je vous ai parlé sur le cours? Ce qu'on a constaté depuis l'apparition du Bitcoin, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu le halving, le cours du Bitcoin a subi une hausse, alors soit juste avant, soit pendant, soit juste après. Mais il a réellement subi une hausse. Enfin, le halving, on le voit dans les cours. Alors il faut là que je vous donne une petite explication sur finalement l'écosystème qui s'est créé autour du Bitcoin. Donc comme vous l'avez compris peut-être, je vais essayer de vous l'expliquer, le système de rémunération et de récompense donc pour les ordinateurs qui participent au réseau et qui résolvent le fameux problème mathématique dont je vous ai parlé la dernière fois et qui sont donc récompensés avec les bitcoins qui sont à ce moment-là créés et donnés à l'ordinateur qui a résout le calcul. Ces bitcoins sont créés par un système qu'on appelle Proof of Work. Alors là, ça va être un petit peu technique, donc je ne vais pas trop rentrer là-dedans. Il y a deux façons aujourd'hui disons, de s'assurer que des blocs sur la blockchain sont validés. Soit vous avez le Proof of Work, qui est vraiment ce qui a été inventé par Satoshi Nakamoto et la blockchain. Aujourd'hui, vous avez un système concurrent qui s'appelle Proof of Stake, qui est moins consommateur d'énergie et qui, alors pour simplifier grandement, le Proof of Work, c'est vraiment la preuve par le travail des ordinateurs, donc la fameuse résolution mathématique du problème qui est posé, l'ordinateur qui résout le problème se voit récompensé. Proof of Stake, c'est la preuve par la possession, c'est-à-dire que si vous participez, la preuve par la participation si vous préférez, si vous participez au réseau en ayant des crypto-monnaies, donc certaines crypto-monnaies aujourd'hui existent et fonctionnent avec Proof of Stake, c'est-à-dire qu'il faut en avoir, et plus vous en avez, plus vous avez, entre guillemets, c'est vous qui participez à la validation des blocs les uns après les autres. Voilà, donc, alors revenons à nos moutons. Le système s'appelait Proof of Work, et s'appelle toujours d'ailleurs Proof of Work. Il fonctionne toujours comme ça il n'a pas du tout changé depuis 2009. Et donc à chaque fois que un ordinateur résout le problème, eh bien les bitcoins, donc les fameux 50 bitcoins jusqu'en 2012, 25 de 2012 à 2016, 12,5 aujourd'hui, sont distribués à celui qui a résout le problème. Donc le cours a beaucoup évolué en fonction de ces récompenses. Alors, donc je vous parlais de l'écosystème. Ce qui est important de comprendre, c'est que cet écosystème qui s'est créé autour de ça, c'est qu'on s'est retrouvé très rapidement dans un système où vous avez des gens qui minent, donc qui mettent les ordinateurs au service du réseau. Et bien sûr, lorsque vous minez, vous dépensez de l'électricité. Alors, et c'est là qu'il faut comprendre comment ça fonctionne. Vous avez quelque chose qu'on va appeler la difficulté. C'est-à-dire que plus il y a d'ordinateurs qui sont reliés au réseau du Bitcoin, alors plus bien sûr ça va rendre le système solide. La blockchain va être partagée par de plus en plus de monde, ce qui la rend
encore plus inviolable qu'elle ne l'était. En revanche, plus la difficulté augmente, c'est-à-dire plus l'ordinateur qui va être récompensé, s'il est en concurrence avec 100 ordinateurs, bah évidemment, c'est plus facile de résoudre le problème mathématique que si vous êtes en concurrence avec 1 million d'ordinateurs. Quel cas, vous n'avez plus qu'une chance sur 1 million d'être celui qui va résoudre le problème. Alors que si vous n'avez que 1000 ordinateurs, vous avez une chance sur 1000. Donc vous avez beaucoup plus de chances, moins il y a de monde. Donc il faut juste comprendre ça. Plus il y a de monde qui mine, plus la difficulté augmente. Plus la difficulté augmente, plus ça vous coûte cher de miner des bitcoins. C'est-à-dire plus ça vous coûte cher d'être celui qui va être récompensé. Jusque-là, je pense que c'est très facilement compréhensible. Donc vous avez d'un côté des coûts lorsque vous minez, qui sont des coûts surtout d'électricité, mais aussi d'investissement dans le matériel, bien sûr, pour miner. Et de l'autre côté, vous avez le prix du bitcoin. C'est-à-dire si ça vous coûte plus cher de miner un bitcoin que si vous l'achetez directement, ça ne sert plus à rien de miner. Vous arrêtez de miner et vous laissez tomber. Le minage n'est intéressant que si le prix du bitcoin, le cours du bitcoin, vous permet non seulement de payer votre matériel et les coûts de l'électricité, mais aussi de vous laisser évidemment une petite marge pour pour vivre de tout ça, comme n'importe quelle entreprise. Voilà, donc il y a un écosystème qui est très subtil. Vous avez beaucoup de gens qui vont vous dire que parce qu'il y a le halving, le cours du Bitcoin va être multiplié par 2. Alors c'est un petit peu naïf de croire ça, parce que ce n'est pas du tout aussi simple. Parce que ce qui est tout à fait possible, ce qui est sûr, c'est que si, par exemple, là on a le halving dans un mois, si le cours du Bitcoin ne change pas, et que surtout là, vu en ce moment qu'on est quand même dans des périodes où même le Bitcoin a baissé très fortement avec tout le reste lorsqu'il y a eu la panique sur les marchés il y a 15 jours. Donc on peut très bien se retrouver dans une situation où le prix du Bitcoin baisse alors qu'il y a eu le halving. Donc là, on se rend bien compte que pour un mineur, quelqu'un qui a son matériel et qui mine, qui paye son électricité aujourd'hui pour récupérer 12,5 bitcoins à chaque fois qu'il réussit à être celui qui est récompensé, dans un mois, ce sera plus que la moitié, c'est-à-dire 6,25. Alors, on comprend bien que si le cours du bitcoin ne monte pas, ça ne va plus devenir aussi rentable. Donc la beauté de cet écosystème, c'est que mathématiquement, si jamais le cours du bitcoin ne monte pas, de façon totalement automatique, plein de mineurs vont débrancher leurs ordinateurs et vont arrêter de miner. Les gens vont tout simplement sortir du business parce que le business ne sera pas rentable. Mais en faisant ça, ils réduisent la difficulté. Et plus ils débranchent, plus ceux qui restent branchés, leur difficulté ayant baissé, se retrouvent finalement à avoir de plus en plus de facilité à miner et du coup à récupérer des rémunérations. Et vous voyez comme un équilibre très fin qui est encore la beauté du marché, c'est-à-dire que c'est toujours l'offre et la demande. C'est qu'à un moment donné, va se retrouver un équilibre, quel que soit le cours du Bitcoin, vous allez avoir le nombre de mineurs en face qui se mettra en place. Ça durera peut-être 2, 3, 4 semaines, 1 mois, 2 mois, pour que, par rapport au cours, y ait des mineurs qui réussissent quand même à s'en sortir. Parce que c'est sûr qu'on ne va pas miner des mois et des mois à perte. Mais vous avez un petit côté pari là-dedans, parce que vous dites, ok, si je débranche trop tôt, peut-être que dans une semaine, le cours du Bitcoin va remonter et ça redevient rentable. Donc voilà, alors c'est évidemment, et si le Bitcoin explose à la hausse, là vous pouvez être certain que vous allez avoir de plus en plus de mineurs qui viendront pour faire réaugmenter la difficulté et finalement pour baisser la rentabilité globale de tous les mineurs. Mais si le cours est évidemment multiplié par 2 ou par 3, il se retrouve quand même très rentable. Voilà, j'espère que vous avez compris cet aspect, ça c'est quand même très important de le comprendre. Comment le halving a effectivement une influence directe, indirecte sur les cours, pas forcément immédiate, mais obligatoirement c'est là et c'est quelque part. En revanche, ce qui est très important de comprendre, c'est qu'en termes de monnaie, je le disais la dernière fois en parlant de l'or, on n'est jamais certain d'abord du nombre de pièces d'or ou du nombre de kilos d'or qui vont être découverts chaque année sur la Terre. Vous ne savez pas, il peut y avoir demain une mine dans tel pays qui va cracher des tonnes d'or. Et puis pendant 2 ans,
il y en a beaucoup moins. Et puis finalement, ils sont face à la même réflexion, c'est que si le cours de l'or n'est pas assez élevé, ça devient difficilement rentable d'aller faire du minage, et miner de l'or coûte de l'argent. Bref, c'est assez comparable. Par contre, il y a une grosse différence, c'est qu'on ne sait pas combien il y aura d'or dans 1 an, dans 2 ans. Le Bitcoin, vous le savez à l'avance. Vous le savez à l'avance. Et c'est ça la beauté de la chose. Et en plus, avec cette histoire de halving, on sait que c'est une monnaie déflationniste. C'est-à-dire que le nombre de bitcoins qui sont rajoutés tend à diminuer jusqu'à la fameuse date 2130 et quelques, où on sait qu'il n'y en aura plus qui pourront être émis, il y en aura 21 millions. Voilà, donc ça donne une très grande force de réserve de valeur au bitcoin, parce que par la force des choses, ce truc qui était au départ qu'un petit jeu, qui était facilement échangeable, mais qui était inviolable, qui ne connaît pas les frontières, qui n'a besoin de permission de personne, tout le monde peut l'utiliser, finalement ce truc, oui, peut avoir une énorme valeur. Parce que si les gens commencent à y croire, et finalement tout le système du crédit, la monnaie n'existe que parce que les gens y croient. C'est exactement la même chose avec l'or, c'est la même chose avec votre billet de 100 euros ou de 100 dollars. Vous l'échangez parce qu'on a tous la certitude que ça a la valeur qu'on veut bien lui accorder. C'est du crédit. Du crédit, mais du crédit au sens nous y croyons. Le jour où les humains n'y croient plus, c'est fini. L'or, vous allez me dire, l'or existe depuis 5000 ans. Mais pourquoi les gens croient à l'or? On ne sait pas. C'est un beau métal, il est difficile à trouver, on ne peut pas en fabriquer, mais on ne sait pas. Ils en font des bijoux, ça brille. Pourquoi l'or plus qu'autre chose? Bon, ben l'or, il a des particularités par rapport à plein d'autres métaux. C'est le fait qu'il soit très rare. Il est devenu très précieux. Très bien. Mais le Bitcoin, c'est pareil. Il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais le Bitcoin, il n'y a rien derrière. Mais le papier non plus. Un papier, il n'y a rien derrière. Le fait que le Bitcoin, il n'y ait rien derrière et que ce soit juste un signal informatique, ça n'enlève pas du tout la beauté du système. Je dirais même au contraire. Dans le monde d'aujourd'hui dans lequel nous vivons, la beauté du Bitcoin, et ça je vais vous en parler après, vient même du fait qu'il n'y ait pas de métal ou de choses derrière ou de papier. Il est échangeable avec nos... Je veux dire, on est tous dans la technologie, on a tous des téléphones dans les mains, ils s'échangent à la vitesse de la lumière ou quasiment avec ce qu'on a dans les mains, avec des signaux digitaux. C'est juste exceptionnel. Donc, j'étais en train de vous expliquer ce phénomène du halving. On a donc une monnaie qui est le Bitcoin et dont on connaît à l'avance ses propriétés jusqu'à connaître précisément le nombre de Bitcoins qui seront sur le marché à telle date. Donc ça lui donne une énorme force. Maintenant, je vais vous expliquer finalement comment se présente ce Bitcoin. Le Bitcoin est comme je disais, un signal. Alors là encore, on ne va pas rentrer trop dans le détail, mais il a 2 choses. Il a ce qu'on appelle une clé publique, qui est en fait une adresse publique, qui est une adresse très longue, avec, je crois, 32 caractères, ou 64 caractères, j'ai un doute là, mais bon, qui sont 0, X, enfin c'est un truc, vous ne pouvez même pas le retenir. Ce sera votre clé publique, c'est votre adresse publique que vous allez communiquer à ceux avec qui vous souhaitez faire des transactions. Donc vous donnez votre adresse publique à un de vos amis ou à un de vos partenaires, et avec cette adresse, il pourra vous envoyer sur cette adresse les bitcoins qu'il vous doit ou qu'il décide de vous envoyer. Et puis, vous avez avec votre adresse publique que vous pouvez donc communiquer, vous avez une clé privée. Alors cette clé privée, et c'est la combinaison de ces 2 choses-là, qui rend votre bitcoin, votre adresse de bitcoin, inviolable. Alors la clé privée, évidemment, elle n'est que pour vous. Et quiconque connaît votre adresse publique avec votre clé privée peut vous voler tous vos bitcoins. Il faut bien comprendre que l'information du bitcoin, elle est sur la blockchain. Les gens ont un peu de mal avec ça au départ quand on leur explique à comprendre qu'ils n'ont pas... Le bitcoin n'est pas, si vous voulez, chez quelqu'un. Il n'est pas sur un serveur. Il n'est pas dans les livres de compte d'une tierce personne. Avec le bitcoin, il n'y a plus de tierce personne. Il y a vous et vos bitcoins, en direct. Alors, je vais maintenant mettre
un holà sur ce que je viens de dire. Il y a, ça c'est la réalité du Bitcoin, si vous l'utilisez avec un wallet, ce qu'on appelle un wallet en anglais, donc un portefeuille directement sur la blockchain. En revanche, je vous parlais des plateformes d'échange, je vous ai parlé de MTGOX. Bien entendu, lorsque vous alliez sur une plateforme d'échange déposer des euros ou des dollars ou des yens ou des francs suisses ou quelle que soit la monnaie, et ensuite faire un échange pour acheter des bitcoins avec le cours et que vous commencez à faire du trading, alors là, oui, les bitcoins que vous achetez sont chez MTGOX. Et tant que vous n'avez pas demandé à MTGOX de vous envoyer les bitcoins sur votre adresse à vous, ils sont chez eux. Et là, c'est eux qui les ont. Alors, ce qui amène d'ailleurs à ce qui s'est passé en 2014. Donc, le Bitcoin a connu des fluctuations de cours absolument démentielles, et notamment parce qu'en 2014, il y a eu quelque chose qui avait fait, là par contre, la une de pas mal de journaux. MTGOX s'est fait hacker. Et donc, énormément de bitcoins ont été volés par des hackers. Alors il s'est trouvé, là on ne va pas rentrer, alors là-dessus je vais vous mettre des liens, là-dessus vous aurez de quoi lire. Le hack de MTGOX, on en parle encore aujourd'hui, il y a encore des gens qui se battent juridiquement pour essayer de récupérer leurs bitcoins qui ont été volés à l'époque. La chose étant que on a fini par arrêter le créateur, le français Karpelles, qui s'est retrouvé en prison au Japon. Je me demande s'il n'y est pas toujours d'ailleurs. Et on soupçonne qu'il a participé grandement au vol de ces bitcoins. Alors, soit il y a participé directement, soit il a été tellement peu regardant sur la sécurité qu'on estime qu'il est totalement responsable de ce qui s'est passé. Donc dans le détail, ça, je vous laisserai regarder. En revanche, voilà, il y a eu ça. Depuis 2014, il y a eu plein de hacks. À chaque fois, moi, je me souviens moi-même, en 2014, lorsque j'ai vu cette histoire de hack de MTGOX, pour moi, c'était très, très mauvais pour le Bitcoin. Donc j'ai fait moi-même l'énorme confusion à l'époque, je m'en souviens très bien, de me dire c'est la fin du Bitcoin. Alors que pas du tout. C'était un problème d'une plateforme. C'était pas du tout le problème du Bitcoin. Le Bitcoin, lui, n'a jamais été hacké. Mais dans l'esprit de beaucoup de gens à l'époque, et je dois dire que les journalistes ont tout fait pour que ce soit le cas, avec leurs articles toujours si brillamment biaisés, ils étaient là pour nous expliquer que le Bitcoin c'était pourri, que le Bitcoin c'était totalement hackable et que donc ça ne valait pas un penny. Bon, grosse erreur, puisque le Bitcoin a effectivement souffert, le prix du Bitcoin a chuté à la suite de ça, mais je crois que quelques mois après, il a retrouvé ses niveaux d'avant pour ensuite reprendre sa hausse perpétuelle. Voilà, ça c'est, c'était l'explication. Donc sur les clés, donc il faut bien comprendre, vous avez vos bitcoins à vous en direct si vous avez la clé privée. Si vous n'avez pas la clé privée, c'est que vous n'avez pas les bitcoins. C'est un petit peu comme l'or. Si vous n'avez pas l'or dans votre main, c'est que vous ne l'avez pas. Il est gardé par quelqu'un d'autre. Avec les bitcoins, c'est rigoureusement pareil. Si vous avez vos bitcoins chez sur une plateforme, c'est exactement comme lorsque vous gardez des actions d'une entreprise chez un broker, lorsque vous gardez votre argent à la banque, c'est pas vous qui l'avez, c'est la banque qui l'a. Voilà, donc pour le Bitcoin, c'est rigoureusement pareil. Donc bien sûr, ce sont des applications de la vie de tous les jours qui font que vous allez commencer à laisser vos bitcoins ou vos avoirs de crypto-monnaie chez des tiers. Ça, il n'y a pas de souci. Mais vous avez la possibilité de l'avoir en direct. Ça, c'est très important. Ce qui est exactement comme si je vous disais, vous allez à la banque chercher votre argent liquide et vous le mettez chez vous. Vous allez chez votre dealer d'or et vous achetez votre or, vous lui demandez de vous donner les pièces ou les lingots et vous les mettez chez vous. C'est pareil. Voilà. Alors, il y a eu, il faut maintenant parler des autres crypto-monnaies qui sont apparues à partir de 2014-2015 surtout, et puis l'apparition d'Ethereum, qui est quand même celle dont tout le monde parle et qui a été la deuxième crypto-monnaie à faire sa petite révolution. Alors, le Bitcoin, j'espère que vous l'avez à peu près compris. Ethereum, l'apparition d'Ethereum, c'était vers fin 2015, je crois, créé par Vitalik Buterin, un petit génie. Bon, là encore, vous aurez énormément à lire. Je ne vais pas m'étendre sur ce qu'est Ethereum. Je vous dirais simplement que
l'extraordinaire invention de Buterin, c'est d'avoir compris que la blockchain, qui jusqu'alors ne servait finalement, était au service d'une monnaie, eh bien, qu'on pouvait inverser les choses et faire une monnaie qui allait être au service de la blockchain. Et c'est un peu ce qu'il a fait avec Ethereum, c'était de dire la blockchain peut permettre de faire beaucoup plus de choses que juste une monnaie, c'est-à-dire un signal qu'on s'échange entre personnes avec ce qu'avait inventé Satoshi Nakamoto. Ça pourrait permettre de faire bien d'autres choses, et notamment quelque chose dont il a eu l'idée, qu'il a appelé les smart contracts, qui sont des contrats intelligents, qui sont directement inscrits sur la blockchain et qui permettent en fait de prévoir tout un tas de choses sans avoir besoin de l'intervention de tiers de confiance. Grâce aux mathématiques, grâce aux algorithmes, grâce à la blockchain et grâce à l'inviolabilité de la blockchain, dès lors que vous allez mettre ces petits programmes intelligents sur la plateforme Ethereum, vous allez avoir tout un tas, si des conditions sont respectées, vous aurez tout un tas de conséquences automatisées qui se mettront en place. Alors, ça peut permettre beaucoup de choses. On peut décider, si on est deux, par exemple, on pourra décider de mettre sur Ethereum un contrat qui, si jamais je délivre telle chose à telle personne, de manière automatique, elle sera obligée de me délivrer telle chose en retour. Voilà, une fois que c'est là-dessus, on ne pourra plus revenir en arrière. On ne pourra pas l'altérer, on ne pourra pas le gruger, on ne pourra rien faire. Voilà, alors la beauté d'Ethereum, c'est ça a créé ce système-là, et ça a permis de créer énormément de choses derrière. Aujourd'hui, Ethereum, c'est la plateforme qui est utilisée pour tous les projets blockchain dans le monde, je dirais quasiment tous les projets. Alors il y a beaucoup de choses qui sont maintenant concurrentes à Ethereum, à Bitcoin, etc. Donc là, alors c'est pas le but d'aller. Aujourd'hui, je sais pas, je crois on doit avoir plus de 10 000 crypto-monnaies différentes. Donc, aujourd'hui, c'est parti dans tous les sens, il y en a de partout. Donc c'est ce qui peut d'ailleurs dérouter beaucoup de gens aujourd'hui. Mais ça ne change pas le fait que le Bitcoin reste la référence pour ce qui est de, je dirais, l'or numérique, finalement, on va l'appeler comme ça, l'or digital. Ethereum, ça reste la référence pour tout ce qui est contrat intelligent et donc, je dirais, activité automatisée sur la blockchain. Donc, lorsque Ethereum est apparu, il y a eu, associé à Ethereum, donc tous les smart contracts dont je vous ai parlé, en fait, leur résolution se fait avec une monnaie qui s'appelle l'Ether. Et l'Ether a lui aussi été coté aujourd'hui à une valeur évidemment bien moindre que celle du Bitcoin, mais a énormément monté aussi, puisque lorsque ça a démarré vers fin 2015-2016, on était en dessous de 10 dollars pour un Ether. Et aujourd'hui, on est aux alentours de 250 dollars. Donc, alors peut-être pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on doit être plutôt aux alentours de 100, 160. Mais vous voyez, il y a des énormes variations, un peu comme le Bitcoin. Alors, voilà pour les autres crypto-monnaies. Donc là, je vais vous parler d'un phénomène qui est très important, mais là, on va commencer à toucher à la partie 4, à l'épisode 4 de notre formation, qui va être DeFi, qui est donc en anglais Decentralized Finance, donc la finance décentralisée qui s'enracine et devient réalité. Mais grâce à Ethereum, on peut dire que c'est Ethereum qui a mis le doigt dans l'engrenage, et c'est ce qui a amené petit à petit toutes ces nouvelles solutions. On a avec Ethereum les premiers stablecoins qui sont apparus, et ça je vous en parlerai beaucoup dans l'épisode 4, c'est très important, mais vous allez juste comprendre qu'en fait on a eu, si vous voulez, quelque chose qui s'est passé, c'est que tout cet écosystème autour des crypto-monnaies n'était pas régulé, parce que pour les régulateurs, eux, ils connaissent des produits qui existaient avant. Un régulateur, il connaît des actions, il sait ce que c'est, il sait ce que c'est des obligations, il sait ce que c'est du cash, mais des crypto-monnaies, le Bitcoin, qu'est-ce que c'est? Juridiquement, c'est quoi? On ne sait pas. On ne sait pas, c'est pas une monnaie, puisqu'elle n'a pas cours légal.
Est-ce que c'est une action? Pas du tout, puisqu'il n'y a aucune personne qui est derrière le Bitcoin. On ne peut pas saisir le Bitcoin. Il n'y a pas de société derrière. Il n'y a rien. Le Bitcoin, c'est pas un nom protégé. Donc, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et donc, il faut comprendre qu'on a été dans une espèce de no man's land. Hein. C'était le Far West, si vous voulez, pendant toutes ces années. Ça commence évidemment à changer. Et puis, ça a déjà commencé depuis quelques temps. Mais au début, donc avec les MTGOX par exemple, il n'y avait pas de régulation. Vous aviez une plateforme, le gars faisait ce qu'il voulait. Hein. Donc ce Français Carpeles, il a effectivement lancé une plateforme alors qu'il avait à respecter aucune règle particulière. Ça peut évidemment faire très peur à beaucoup de gens, hein, parce qu'il pouvait aussi être un escroc, hein, et puis vous voler votre argent, il n'y a pas de souci. Hein. Et c'est probablement d'ailleurs ce qu'il a fait, puisqu'il est maintenant en prison. Mais dans ce monde peu régulé, il y a des gens sérieux, des gens moins sérieux qui sont apparus. Mais vous avez eu rapidement des plateformes, et je vais vous prendre pour exemple une qui est aujourd'hui très très solide et qui est très sérieuse et qui est très connue, qui s'appelle Binance. Binance, quand ils ont créé cette plateforme, ils n'avaient pas de régulation et donc ils n'étaient pas en mesure d'accepter des euros ou des dollars. Il ne fonctionnait qu'avec des cryptos. Donc c'était une plateforme qui permettait d'échanger des cryptos les unes entre elles. Comme je vous l'ai dit, il y en a beaucoup des cryptos. Hein. Mais ils n'avaient pas la possibilité de se faire envoyer des dollars ou des euros. Ça, c'était rigoureusement interdit. Parce que s'ils mettaient le doigt là-dedans, vous vous retrouviez... Alors, MTGOX l'a fait, mais Binance ne l'a pas fait. C'est-à-dire que Binance a bien compris qu'eux, ils voulaient respecter la loi. Et donc, pour pallier à ça, il y a eu la création, enfin ça a été en fait, c'est pas eux les premiers, hein, mais c'est je crois HitBTC qui ont créé le Tether, qui était donc une crypto qu'ils ont appelée stablecoin et dont le but était de répliquer rigoureusement ce qu'était l'US dollar. Au début, les gens ont dit, mais à quoi ça sert? Même moi, hein, je ne comprenais pas à quoi sert d'avoir une crypto qui réplique rigoureusement le dollar. Parce que tout l'intérêt d'une crypto, c'est d'avoir du Bitcoin, d'avoir de l'Ethereum, enfin, d'investir justement dans autre chose que le dollar. Si vous prenez une crypto et que, en fait, c'est du dollar, on pouvait se poser cette question, à quoi ça sert? Mais en fait, ça servait énormément. C'est que ça a servi à ces plateformes-là non régulées, cette fois-ci, de dire aux internautes, OK, changez vos dollars contre des USDT, et vous pouvez avoir sur notre plateforme, puisque c'est une crypto, vous pouvez avoir sur notre plateforme une crypto, mais vous pouvez garder des dollars. Finalement, c'est comme si vous avez des dollars, puisqu'on vous garantit qu'un USDT, c'est un dollar, quoi qu'il arrive. Alors, la question, évidemment, immédiate, c'est qu'est-ce qui garantit qu'un USDT est un dollar? Est-ce qu'ils ont vraiment des dollars en magasin pour, je dirais, couvrir leur USDT, qu'il ne tient qu'à eux de créer d'ailleurs, hein, un petit peu comme la Fed, elle, peut créer autant de dollars qu'elle veut, hein, comme le disait De Gaulle en 65, ben, il ne tenait qu'à HitBTC de créer autant de USDT, de Tether, qu'elle le souhaitait. Et donc se sont mis en place, et ça on en parlera dans l'épisode 4, s'est mis en place un écosystème par rapport à tout ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de stablecoins qui existent, certains sont audités, on sait qu'ils sont sérieux, d'autres, on a des gros doutes. Voilà, notamment USDT d'ailleurs, qui est le Tether et qui pourtant reste celle qui est le plus utilisée de loin, hein, encore aujourd'hui, au niveau des stablecoins. Alors je voudrais terminer cette partie 3 par un point très important sur le Bitcoin. Hein, on terminera là-dessus. Il faut comprendre que le Bitcoin, il a quelque chose, et je vous le disais en introduction, et je vais conclure là-dessus, le Bitcoin, il a quelque chose qui est absolument unique par rapport à d'autres, à n'importe quelle monnaie, et y compris par rapport à l'or. On le compare beaucoup à l'or. Hein. Vous avez beaucoup de gens qui sont des maniaques de l'or, ne supportent pas le Bitcoin, et vous avez l'inverse. Vous avez des gens qui aiment le Bitcoin au point et qui ne supportent pas l'or. Moi, pas du tout. Je me place plutôt dans la catégorie de ceux qui voient du bon dans les deux. En revanche, je vais vous dire en quoi le Bitcoin, il a quelque chose d'absolument unique. C'est que, en dehors du fait qu'il soit très facilement transportable, on en a parlé, hein, qu'il soit un signal électronique, qu'il n'ait pas le côté finalement très contraignant du poids de l'or, de devoir le stocker quelque part, etc. Le Bitcoin, voilà, c'est très simple à utiliser.
il a quelque chose de très particulier, et vous allez le comprendre, c'est le fait qu'il soit il soit auto, il est un auto-clearance. Je suis désolé, j'emploie le mot anglais, clearance, c'est-à-dire euh, le fait de liquider, liquider les positions. On va prendre un exemple très simple. Aujourd'hui, vous avez un système qui s'appelle SWIFT. D'ailleurs, petit aparté, vous voyez comme ce système SWIFT est utilisé aujourd'hui comme une arme par les États-Unis. Qu'est-ce que c'est SWIFT? Aujourd'hui, SWIFT, c'est toutes les transactions interbancaires. Lorsque vous payez avec votre carte Visa, Mastercard, ça passe par SWIFT. C'est-à-dire que c'est un système de liquidation finalement entre les banques. Si moi, je verse à tel commerçant 100 euros ou 100 dollars, avec ma carte, je fais une dépense, il y a un moment donné où ça doit passer par un système qui est interbancaire et qui va permettre à la banque A, la mienne, de m'enlever les 100 dollars et à la banque B, celle du commerçant chez qui j'ai dépensé, de lui créditer les 100 dollars. Et ce système doit fonctionner et c'est comme un accord finalement entre ces banques, toutes ces banques signataires se mettent d'accord pour fonctionner avec un système qui centralise toutes ces opérations. Ce système, il s'appelle SWIFT, il est aux mains des Américains, bien entendu. Et vous voyez, comme les Américains s'en servent comme une arme, par exemple, ils empêchent l'Iran. Maintenant, ils ont dégagé l'Iran de SWIFT. Vous imaginez, pour un Iranien qui a une carte de crédit, il ne peut même plus faire une seule dépense dans un seul pays du monde. C'est quand même un comble. Hein. Donc, voilà, on comprend donc à quoi sert SWIFT. Voilà. L'absolue et l'incroyable beauté du Bitcoin, c'est qu'en dehors d'être une monnaie très simple à utiliser, le Bitcoin, il s'auto-liquide, si vous voulez. C'est-à-dire que dès lors que j'envoie un Bitcoin à quelqu'un, il n'y a pas besoin de tierces personnes, il n'y a besoin de rien. Vous avez une auto-liquidation. Et c'est ça la beauté de la blockchain et ce qu'a inventé Satoshi Nakamoto, le fait que ce soit inviolable, le fait que ce soit écrit dans un bloc, bloc après bloc, tous ces blocs sont consultables et sont totalement indestructibles et inviolables. Vous ne pouvez pas revenir en arrière, il ne peut pas y avoir d'erreur. Donc vous êtes face à un système qui non seulement est un bon système d'échange, mais qui est un système qui permet l'autoliquidation immédiate. D'où, il y a un bouquin très intéressant, je vous mettrai le lien, qui a été écrit par Saifedean Ammous et qui s'appelle The Bitcoin Standard, le standard Bitcoin, et qui démontre, en fait, son bouquin, c'est comme une prévision finalement, où il pense que d'ici quelques temps, probablement quelques années, le Bitcoin pourrait bien devenir un système qui remplacerait l'or dans les échanges entre les pays du monde, dans les échanges commerciaux. Un petit peu comme De Gaulle le pointait et voyait pour l'or, parce que De Gaulle, dans son discours, clairement conclut en disant il n'y a en fait le seul moyen de s'assurer qu'on ait un système d'échange entre pays qui soit juste, c'est d'avoir un système qui soit dépendant d'aucun gouvernement. Et en vérité, il ne voit que l'or qui puisse satisfaire à ces propriétés-là. Bien, je crois qu'aujourd'hui, il est tout à fait imaginable que le Bitcoin ait un rôle comme celui-là, certainement pas demain, mais dans un avenir, et qu'il puisse permettre, de par ses propriétés absolument extraordinaires, et notamment cette propriété fondamentale qui est l'autoliquidation, dès lors que vous envoyez des Bitcoins, vous avez un système en place qui est immédiat, et qui est la reconnaissance immédiate de la liquidation. Mes bitcoins ont été débités, ils ont été crédités à mon créditeur, c'est terminé. Voilà, c'était là-dessus qu'on va terminer. N'hésitez pas à mettre vos commentaires directement sur le blog cryptoparadise.consulting ou vos questions, j'y répondrai avec grand plaisir. Ou bien directement sur YouTube, où vous pouvez vous abonner bien sûr sur la chaîne YouTube. Voilà, je vous retrouve rapidement pour l'épisode 4 qui va être lui aussi très intéressant. À bientôt.